Congo, mboka ya Bangkoko. Congo, mboka mwana pamba, lobi mboko lula yango. Congo, Congo ya Afrika, Congo, mboka ya kitoko. Congo ya batu mayele, Congo bakobikisa yo. Bonjour peuple congolais, nous sommes le 10 novembre 2020. Ici c'était Congo, le Congo d'été travailleur, le Congo d'été technocrate, le Congo d'été tranquillité, le Congo d'été transfert. Chers compatriotes, c'est notre deuxième vidéo au concept problématique de la scission. Un concept d'ailleurs que nous avons déjà abordé dans la première vidéo, une vidéo que nous avons intitulée La scission vue dans la conférence internationale. Alors, dans cette deuxième vidéo, nous allons parler 1. La scission est-elle un argument de combat? 2. Mutation de scission dans les débats politiques congolais. 3. Pourquoi autant d'invectives sur la personne de M. Modeste Bougadia au sujet de la scission? Ici, nous allons essayer de répondre à une série de questions qu'on s'est posées. Pourquoi l'accuse-t-on de vouloir diviser le pays? Pourquoi l'accuse-t-on d'avoir aidé M. Denis Sassou Nguesso à chasser M. Pascal Lissouba du pouvoir? Et pourquoi n'avait-il pas porté plainte à la sortie de la prison? Pourquoi continue-t-il de faire de la politique alors qu'il est âgé? Pourquoi avait-il tendu la main à son geôlier, M. Denis Sassou Nguesso? 4. Quel est donc le but de ces acharnements? 5. Attitude de l'opposition face à la scission. 6. Quelles sont les qualités d'hommes politiques congolais au sujet de la scission? Et ici, nous allons évoquer le cas de Nelson Mandela. 7. Enfin, les Congolais sont-ils pour l'unité ou la scission? Voilà donc, peuple congolais, le sommet de notre vidéo. Peuple congolais, suite à la vidéo intitulée La scission vue dans la conférence internationale, nous avons reçu beaucoup de messages de félicitations. C'est bien. Nous sommes ravis. Nous sommes ravis de savoir que nous apportons une minime contribution au savoir des Congolaises et Congolais. Mais ce qui est important, peuple congolais, comme nous l'avons dit dans des vidéos précédentes, pour combattre l'ennemi, il faut le connaître. Voilà donc, on s'est donc posé la question de savoir, mais comment M. Denis Sassou Nguesso opère depuis 40 ans pour rester au pouvoir? C'est l'objectif donc qu'on s'est assigné, celui de vous le faire connaître, afin de mener le combat avec efficience. Alors, la scission est-elle un argument de combat? Peuple congolais, pour répondre à cette question, nous dirons que depuis un moment, des idées incongrues sur le séparatisme, c'est-à-dire la scission, polluent l'espace public congolais, surtout dans des réseaux sociaux, avec des esprits mal intentionnés à la quête du sensationnel pour certains, et pour d'autres de l'argent facile. Rappelons que ces délateurs sont surtout ceux de la diaspora en panne d'idées qui font recours à un repli ethnique pour manifester leur haine qui brille dans une médiocrité sans précédent. Rappelons également que le régime de Brazzaville est un conglomérat ethnique dominé par l'ethnie Mboshi certes, mais fonctionne comme une mafia qui, pour se pérenniser au pouvoir, manipule certaines personnes de la diaspora. L'idée de la scission du Congo est une obsession du régime de Brazzaville, que nous avons d'ailleurs démontré dans la vidéo précédente, en complicité justement
avec certains fourbes au sein de la diaspora qui reçoivent en retour des subsides de Brazzaville. Le but est de faire diversion pour éviter à ce que les vrais sujets qui préoccupent les Congolais et Congolaises, des sujets tels que l'éducation, la santé, le chômage des jeunes, la destruction des infrastructures de base, la gestion des ressources naturelles, la redistribution des richesses, le Covid-19, etc., soient débattus. Ces idées zélées n'ont rien à proposer aux Congolais, si ce n'est que vociférer leur haine matin, midi et soir dans les réseaux sociaux contre les Congolaises et Congolais qui veulent sauver le Congo, contre les Congolais des initiateurs de la table ronde pour la conférence internationale, contre les Congolais intègres, qui ne sont pourtant pas les responsables de la situation catastrophique que connaît notre pays. La haine et la revanche ne doivent pas être les seuls leitmotivs pour revenir au pouvoir, pour chasser M. Denis Sassou Nguesso ou pour chercher à mater certaines catégories des Congolais. Au lieu de lutter contre le cartel mafieux qui a pris en otage les Congolaises et Congolais. M. Denis Sassou Nguesso, à travers des actes de génocide dans le pôle, des assassinats politiques, des conditions de l'endettement colossal qui ont conduit notre pays à la faillite totale, réalise que la scission peut être, le détour peut être un moyen pour échapper à des poursuites judiciaires, dès lors que l'article 96 de sa constitution de 2015 ne la quitte. Sournoisement, M. Denis Sassou Nguesso pratique la scission dans sa politique de 5D, dans la discrimination bouchidienne. Mais le régime de Brazzaville n'est pas le seul dans le champ de mire qui génère la scission. La diaspora, que nous avons appelée la diaspora hybride, qui est la croix de transmission du pouvoir de Brazzaville pour diviser les Congolais de l'étranger, afin que ceux-ci ne s'emploient à relever le défi de la crise multisectorielle imposée justement par M. Denis Sassou Nguesso. Cette diaspora hybride a donc fait de la scission une stratégie de combat. Alors, pour répondre à cette question, si la scission est devenue un argument de combat, eh bien, peuple congolais, c'est par manque d'arguments, surtout de stratégie, pour évincer M. Denis Sassou Nguesso, qu'une partie des Congolais, surtout de la diaspora hybride, concède, valide la politique de M. Denis Sassou Nguesso, qui consiste de diviser pour régner, c'est-à-dire qui consiste à appliquer la politique de 5D. Mutation de scission dans le débat politique congolais. Certes, en démocratie, peuple congolais, il existe des valeurs cardinales, parmi elles la liberté. Sauf que cette liberté a des paliers, que malheureusement, que certains Congolais n'arrivent pas à gravir. Parce qu'il faut gravir ce palier avec prudence. Ces Congolais qui ont du mal à franchir ce palier qu'on appelait l'unité. Mais l'unité qui est de tous les temps décriée, agitée et mise en cause par des politiciens tribaux. Pourtant, elle est recherchée et chantée, soi-disant par tous les Congolais. Et quiconque se permet de décrier que l'unité au Congo n'est que de façade, peuple congolais. Il est systématiquement et radicalement traité de sécessionniste par le PCT et ses alliés, par le clan Sassou, par le régime de Brazzaville et par la diaspora hybride. Alors combien de fois nous avons entendu le tout sauf? Alors, on active l'artillerie lourde de ce tout sauf en ciblant une catégorie de personnes, surtout de la partie sud de Brazzaville. Alors que les Congolais savent que M. Théophile Obenga est l'apôtre, l'épigone de la scission, arboré par son maître, M. Denis Sassou Nguesso. Le refrain de ce tout sauf n'est chanté que par la diaspora hybride. Il suffit de poser la question: qui veut la scission? Jamais ils vous citeront Théophile Obenga ou M. Denis Sassou Nguesso. Ils vous répondront:
c'est M. Modeste Bokadia. Nous avons pourtant entendu dire, nous citons, nous aimons bien M. Bokadia, mais il est entouré des gens qui ont vendu Jean-Marie Michel Moukoko. Affilié à lui, il risque de finir notre carrière politique. Alors, nous ne pouvons pas être avec Modeste Bokadia tant que ses traites sont à côté de lui. Tout sauf. Peuple congolais, dans les débats congolais, certains concepts tels que l'unité nationale, la main tendue, la table ronde, la concession, etc. sont devenus écœurants, surtout quand c'est l'opposition qui le prononce, et plus scandaleux quand ils sont proférés par un ressortissant du Sud, en particulier du pôle. Si ce n'est qu'une pratique pour justement faire, ce n'est qu'une pratique pour justement faire asseoir la politique de 5D de M. Denis Sassou Nguesso. Car depuis, plusieurs personnes ne critiquent M. Denis Sassou Nguesso, qui a détruit le pays, qui mène l'épuration dans le pôle. Beaucoup d'attaques sont plutôt concentrées en la personne de M. Modeste Bokadia, sous prétexte qu'il a aidé Sassou Nguesso à chasser l'Issouba, qu'il a un deal avec M. Denis Sassou Nguesso. Il se pose même la question de savoir d'où lui provient les revenus, etc. Alors, on se pose donc la question, mais pourquoi autant d'invectives sur la donc personne de M. Modeste Bokadia au sujet de la scission? Nous avons posé la question de savoir, avec toutes les percussions qu'a connues la population de la partie sud du pays, que aurait fait la diaspora, surtout cette diaspora issue de la partie sud du pays? Que aurait fait le Congolais de la partie sud du pays? Que aurait-il fait de constater que l'unité prônée dans notre hymne national n'était jamais de mise? Devrait-il regarder ses parents tués, ses mères, ses sœurs, ses tantes, ses nièces, ses cousines violées, ses cousins, ses neveux, ses frères brûlés, ses maisons détruites et rasées, des eaux empoisonnées sans rien faire, ni rien dire, pour s'éloigner de ces bourreaux, de ces détracteurs, de ces génocidaires? Au commencement, suite à ce que nous venons de décrire, M. Modeste Bokadia lance alors l'idée de la répartition, qui fut d'ailleurs mal comprise et mal cernée, mais qui en réalité signifiait, en clair, la décentralisation totale, que nous avons d'ailleurs repris aujourd'hui, que nous appelons l'autonomie des régions. Et non la scission comme le désir, comme le décrit, comme l'exhibe, comme l'ordonne si fort M. Théophile Obenga. En 2014, certains compatriotes s'insurgent contre l'idée de la partition, estimant que l'idée avait moins de vigueur. Alors, ils demandent aux ressortissants de la région du pôle, en l'occurrence à M. Modeste Bokadia, puisque vous êtes l'auteur de l'idée de la partition, mais pourquoi ne pas créer la République du pôle? Et comme de coutume, et dans les gènes du PCT, certains similistes de la diaspora et de l'opposition, qui avaient proposé cette idée de la création de la République du pôle, se sont insurgés contre l'idée de la partition et parlent aujourd'hui de la scission. M. Modeste Bokadia est décrit aujourd'hui comme le géniteur de la scission, loin de Théophile Obenga ni de M. Denis Sassou Nguesso, alors que le 27 janvier 2018, M. Modeste Bokadia tient une conférence de presse où il évoque, nous disons, « Nous combattrons le scission-sioniste ». Fin de citation. Mais M. Modeste Bokadia, il dit n'avoir jamais été l'artisan de la division du pays, et il déclare d'ailleurs, « Je n'ai jamais utilisé le mot de scission dans mes propos. Au lieu d'accuser M. Denis Sassou Nguesso pour avoir placé ses parents au pouvoir, on m'accuse moi. » Fin de déclaration. Il a beau se défendre comme un innocent, les filieux de la diaspora ne le lâchent pas d'un iota,
dans la pratique, dans la politique de tout sauf. Monsieur Modeste Bougadia ne cesse de s'expliquer et nous citons: le changement ne vient pas en attendant, le changement on le provoque. Ou on est dans le changement, ou on est dans l'attentisme. C'est lui, M. Denis Sassou Nguesso, qui veut imposer son fils, et de surcroît non congolais, ce que notre constitution interdit. Je ne me lasse pas pour demander l'union nationale. C'est la seule chose qu'on n'a jamais expérimentée. Il y a eu des dialogues. Fini ces dialogues. Il faut sortir des voies déjà tracées. Fut-il redoutable, M. Denis Sassou Nguesso ne fera pas le poids face à la coalition FMI, Banque mondiale, le Club de Londres et de Paris, la Banque africaine de développement, les sociétés religieuses, des libres penseurs, les anciens, les aînés. Fin de citation. Voilà pourquoi, peuple congolais, il est important de dire que la diaspora hybride et le régime de Brazzaville avec leurs égaux démoniaques sont des grands obstacles pour le développement du pays. Ils devraient se taire et cesser d'entretenir une animosité envers celui qui cherche à unir les Congolais autour d'un Mbongi, alors que M. Denis Sassou Nguesso, M. Clément Mwamba, M. Isidore Mvuba, des simili-opposants au régime de M. Denis Sassou Nguesso, nous pouvons citer Parfait Kolela, Tatsima Biala, Claudine Mounari, le PCT, n'ont cessé d'envoyer des chevaux de Troie à Paris afin de prendre à revers les adversaires. Malgré ces empoignes, M. Modeste Bougadia est plus que déterminé pour la tenue de la table ronde pour la conférence internationale sous l'égide de la communauté internationale pour sauver le malade, le Congo. De ce fait, il a tendu la main à son geôlier pour faire la paix, surtout pour privilégier l'intérêt de l'unité de notre pays, le Congo. Nonobstant les efforts de réconciliation, d'apaisement, de réajustement d'économie proposés, de la main tendue pour la paix et d'unité, M. Modeste Bougadia est qualifié d'un blasphémateur, considéré comme le géniteur de la scission au Congo, accusé d'avoir un deal avec M. Denis Sassou Nguesso, d'avoir travaillé avec M. Denis Sassou Nguesso et fait l'objet d'acharnement de la diaspora hybride. Alors, pourquoi l'accuse-t-on d'avoir divisé le pays? Peuple congolais, voici ici la réflexion faite par notre frère Jean-Claude Mayima Mbemba au sujet de l'acharnement orchestré sur la personne de M. Modeste Bougadia. Une réflexion que nous reprenons dans son intégralité. Nous citons: qu'en politique, tous les coups sont permis. Cependant, il y a des limites qu'il ne faut jamais franchir, ce qu'on appelle la limite jaune ou rouge. Ces derniers temps, j'ai entendu ici et là des propos plus ou moins désobligeants, offensants, parfois frisant même la diffamation, voire l'antisémitisme. J'ai entendu, voire lu, comme lui, un homme est en train de diviser le pays. Cet homme, c'est Modeste Bougadia. Faut-il encore s'étendre ou s'attaquer ou s'attarder sur le sujet? Je pense simplement qu'il a été largement débattu et expliqué. Mais il faut toujours s'en servir pour démolir l'autre. C'est ce que les adversaires, plutôt les ennemis de M. Modeste Bougadia, sont en train d'essayer de faire pour occuper l'espace, sans savoir qu'ils sont en train de se ridiculiser. M. Modeste Bougadia ne divise pas le pays. Il se révolte contre le sort fait à sa région dont il est natif, le pôle. Qu'aurait fait Guy Mafimba si quoiqu'il né à Brazzaville, sa région d'origine, les plateaux, car il est Bagangoulou? Subissait-il les affres et les razzias criminels que subit le pôle? Serait-il tué? Aurait-il applaudi
qu'ils se souviennent que ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, c'est le pour et demain. 2. Plus récemment encore, disons, il y a quelques jours sur Facebook, je suis tombé par hasard sur une vidéo d'artiste BBC où je trouve un compatriote en train de s'acharner sur un autre compatriote et d'expliquer que Modeste Boukadia a aidé Sassou Nguesso dans son coup d'État contre l'Issouba en 1997, qu'il aurait aidé à trouver les armes, etc. Comme si tenait là un scoop. Et les partisans de M. Lissouba, qui l'ont pourtant allègrement bien trahi, pour cacher leur honte, se servent des inepties de M. Guimafimba, pour justifier leur haine contre un homme qui ne leur a rien fait, uniquement parce qu'il est originaire du Poul. Le tout sauf. Oui, je viens de dire plus haut qu'en politique tous les coups sont permis, mais ce travail prend une autre tournure quand celui-ci qui le réalise est vu comme un homme étant en service commandé et ou investi d'une mission. Aujourd'hui, un homme est en train de faire la chronique des faits politiques que moi je qualifierais de faits divers. Cet homme, c'est Guy Mafimba. Je n'ai pas pour habitude de prendre la défense des autres, car ils sont assez grands et suffisamment matures pour se défendre. Sauf qu'ici, nous sommes en politique et nombreux de nos compatriotes ont été suppliciés pour servir de victimes expiatoires. À ce que je sache, M. Modeste Boukadia n'a jamais tué personne et n'a jamais rien volé. Il n'a jamais été ministre. Il n'a jamais travaillé dans un service quelconque au service de X ou Y. Monsieur Modeste Boukadia n'a plus de mentor à défendre et ou à protéger ou à soutenir après le décès de Maître Moudilino Massengo. Tout au plus, il a des membres de son parti qui sont maintenus en prison, arbitrairement malgré l'avis de l'ONU qui demande aux autorités congolaises de les libérer et indemniser. Certains d'entre eux, jugés et condamnés, ont purgé leur peine depuis longtemps. Tel a été le cas de Paulin Makaya, mais sont toujours maintenus en détention. D'autres subsistent, comme récemment à Ouesso, des tentatives d'assassinat par des détenus proches de feu colonel Nsuru et autres. Pourquoi? Mais uniquement parce qu'ils sont originaires du Poul. C'est dire que l'État a cessé d'exister depuis longtemps. Monsieur Modeste Boukadia, comme beaucoup d'autres, n'a pas attendu l'éviction, l'arrestation et l'incarcération de son mentor pour découvrir enfin les vertus, les joies et les délices de l'opposition. Il n'est pas un homme qui aujourd'hui est opposant et demain renie ses convictions d'opposant et devient un pro-système. Selon la valse d'Engiri, non. M. Modeste Boukadia n'est pas un faux opposant comme de très nombreux autres. En effet, tout n'est pas à dire. Il y a toujours un devoir de réserve. Sinon, on pourrait même évoquer le cas de l'assassinat du capitaine Kikadidi, de Daniel Nkanza, de Dominique Sambrian-Kombi, de Germain Mizelé, de Jean-Pierre Ndudinganga, de Étienne Kinkumba, de Grégoire Kumba, de Simon Sissoussoulou, de Daniel Kiangila, de Albert Konda, de Pierre Tianzenza. Ils sont morts, assassinés, suppliciés pour un crime qu'ils n'ont jamais commis. Mais laissons ces cas aux investigations des historiens. Fin de citation. Voilà, peuple congolais, tout un acharnement que nous venons de prendre connaissance à travers les écrits de notre frère sur un citoyen qui ne prône pas la paix, qui ne prône que la paix, l'unité, la concorde. Et comme si cela ne suffisait pas, on l'accuse d'avoir chassé M. Pascal Lissouba du pouvoir. Alors, pourquoi donc l'accuse-t-on d'avoir aidé M. Denis Sassou Nguesso à chasser Lissouba? Peuple congolais, ici également, nous vous présentons
la réflexion au sujet de l'acharnement sur Modeste Bokadia, sur le coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso. Toujours par la réflexion menée par notre frère Jean-Claude Mayima Mbemba. Il décrit, nous citons, enfin, je ne peux clore cette réflexion sans faire la lumière sur le coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso contre l'Issouban en 1997, où je vois Guy Mafimba accuser M. Modeste Bokadia d'être le complice de M. Denis Sassou Nguesso. La vidéo de Aristide Mobébissi en fait foi. La partie qui suit, extraite de mon livre, La violence politique au Congo-Brazzaville, le devoir de mémoire contre l'impunité, édition Harmattan Paris 2008, est destinée à tous les Mafimba et autres qui se cachent derrière les Sadio Morel Kanté pour régler les comptes à tous les Bokadia. La guerre de 1997 ou le retour de M. Denis Sassou Nguesso. Tout commence au cours d'un mois de mai 1997. Je parle de la calamité nationale. Les citoyens congolais sont assassinés à Owando par une affaire de Tipoy. Nous sommes le 9 mai 1997. Le Mboshi Sassou Nguesso souhaite être transporté sur un Tipoy par le Kouyou d'Owando. Mais le Mboshi Sassou sait que le Kouyou ne s'y plieront pas. Un scénario bien monté pour la suite des événements. Le prétexte pour lancer que dans les traditions ethno-tribales, ancestrales Kouyumboshi de nos compatriotes de la région de la Cuvette, cette exigence est considérée et regardée aux yeux de Kouyou comme un acte de soumission, de dénigrement et d'abaissement. Ce qui équivaut à un acte d'allégeance envers les Mboshi. Devant le refus des Kouyou de se soumettre à cette humiliation, car pour eux, c'en était une. Un membre du convoi qui accompagne M. Sassou Nguesso dans cette localité d'Owando ouvre le feu, tuant près de 10 personnes. D'autres sources donnent le chiffre de 12 tués. Quelques jours plus tard, ne supportant pas l'affront qui leur est fait, la vindicte Mboshi contre les Kouyou suit son cours. Cette fois, ça se passe à Oyo. D'autres Congolais d'origine Kouyou y sont assassinés en guise de leçon. Est-ce une façon comme une autre de leur faire comprendre qu'un Kouyou n'est pas l'égal d'un Mboshi, qu'ils n'ont donc que le devoir d'obéir et de soumission envers les Mboshi? Toujours, au cours de ce mois de mai, en ma qualité de représentant de l'alliance URD-PCT et apparenté, devenue entre-temps URD-FDU auprès de l'Union européenne, en fait de ce qui se tramait, j'ai interpellé par courrier postal, courant mai 1997, M. Dominique de Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée. Bref, dans ma lettre de ce mois de mai 1997 à M. de Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée, j'écris: telle que la situation se présente au Congo-Brazzaville, demain, nous risquerons de ramasser des morts à l'appel. Fin de citation. Hélas, je ne m'étais pas trompé. La suite est plus horrible et atroce qu'on ne pouvait l'imaginer. Pour preuve, l'existence de nombreux charniers et autres fosses communes encore non identifiées ni répertoriées, mais tenues secrètes jusqu'à ce jour. Le peuple congolais et les familles des victimes ainsi suppliciées ont-ils le droit de savoir, de connaître la vérité? L'impunité doit-elle prendre le pas sur la transparence, le droit et la justice? Un mort est inoffensif. Quand ou combien de temps faut-il encore attendre pour donner à ces malheureux compatriotes victimes de la haine et de l'intolérance ethno-tribale une sépulture digne de foi?
les us et les coutumes traditionnelles ancestrales? Commande-t-elle l'humiliation du vivant jusque dans sa mort par assassinat? La quête de la paix et de la réconciliation nationale doit-elle passer par ces ignominies-là? Cette quête existe-t-elle l'impunité, l'oubli de tous ces crimes et l'effacement de ces charniers qui, pourtant, existent bel et bien? Sans doute, devons-nous attendre le feu vert de Paris, notre distributeur de pouvoir en Afrique, puisque toute accession au sommet de nos États découle de lui. Avant que la guerre commencée à Owando entre les frères ethno-tribaux n'éclate au grand jour et ne se transporte à Brazzaville, à un moment où personne ne s'en doutait, le moins du monde, le bulletin Nord-Sud exporte dans son article paru dans sa livraison de mai 1996, révélait que les États-Unis et la France auraient demandé aux deux protagonistes, c'est-à-dire M. Denis Sassou Nguesso et Lissouba, de limiter la guerre qu'ils devraient se livrer plus tard à la seule ville de Brazzaville, mais pas jusqu'à Pointe-Noire. Et pour cause. Au Congo-Kinshasa, RDC, ex-Zaïre, la situation politique est très instable. L'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, Belgique, la France, soucieux de la sécurité de ses ressortissants, dépêche en République du Congo-Brazzaville des contingents armés dans le but de les exfiltrer officiellement pour les évacuer, selon les termes consacrés. Aujourd'hui, du moins en Afrique, tout le monde sait ce que renferment exactement ces expressions. Prétexte ou pas pour justifier la suite, le non-dit, certainement. Car jamais personne, sauf les commanditaires et leurs complices, ne le saura. Advienne que pourra. Le 5 juin 1997, les hostilités sont déclenchées. Mais, quelques jours avant l'attaque programmée, les contingents armés, occidentaux, américains et belges, concertés ou pas, plient bagages, se retirent de Brazzaville. Ne reste que les contingents militaires français. Ce jour-là, le 5 juin 1997, fort de son droit d'incarner, d'exercer et de faire respecter l'autorité de l'État, le gouvernement Lissouba, selon la version officielle, décide d'appréhender et mettre aux arrêts les auteurs des tueries d'Owando et d'Oyo. Les assassins présumés sont dans la résidence d'un pilote de l'ex-président Sassou Nguesso. Côté Sassou, on objecte. Ce n'est pas pour arrêter quelqu'un qu'on m'a réveillé à 4 heures du matin. Les opérations de police obéissent à des règles précises qui n'ont pas été appliquées ici. Et qui a dit qu'Aboya et Ngombo étaient chez moi? Ils m'ont agressé et j'ai décidé de me défendre. Lissouba et son gouvernement savaient-ils qu'ils fonçaient tête baissée dans un piège tendu et mûri de longue date? J'en doute fort, puisque certaines révélations venues plus tard nous ont apporté la confirmation de nos doutes. Par exemple, M. Jean-François Brault, qui l'entend très proche de M. Jacques Foccart et de Jacques Chirac, à travers Chirac, mon ami de 30 ans, nous éclaire sur ce qui s'était passé réellement et sur ce qui se tramait pour leur plus grand malheur sur les dos des Congolais et sur la stratégie que devait connaître le pays. À ce sujet, il écrit: Jacques Foccart n'allait pas voir Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo, Abdou Diouf ou Abdoulaye Wade. C'était eux qui venaient à la rue de Prony. À cette époque, Jacques Foccart m'avait confié pour mission de m'occuper de M. Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville. Est-ce que vous connaissez M. Sassou? M'avait-il demandé. J'avais connu le dictateur président, alors Maxis-Léninis pur
et dur en 1982. Je lui avais rendu visite avec Jérôme Monod à propos de la gestion des eaux de Brazzaville. Nous avions été reçus par un homme en costume gris austère. J'avais pris connaissance de son dossier au Quai d'Orsay. Après une première révolte des jeunes gens, Sassou et ses amis avaient mené au pouvoir un premier président marxiste orthodoxe, Marien Ngouabi, et un an plus tard, il l'avait éliminé selon le dossier du Quai d'Orsay. Sassou avait été l'exécutant. Pendant toutes ces années, Denis Sassou Nguesso avait soutenu Chirac. Et à la suite de sa défaite à l'élection présidentielle de 1992, il était devenu un Africain en exil. Est-ce que vous lui aviez donné un coup de main? M'avait demandé Foka. J'ai donc aidé l'ancien président à partir de la fin 1993 jusqu'à son retour au pouvoir en 1997. Il, M. Sassou, n'était pas interdit de séjourner là-bas, mais ayant tenu le Congo d'une main de fer, il ne supportait guère l'idée de revenir dans un pays démocratique. Et puis, il avait pris le goût de luxe, ce qui l'avait fait évoluer idéologiquement. En sous-marin, Jacques Foccart ne lui avait pas retiré sa confiance, au contraire. J'ai donc préparé son retour médiatique en janvier 1997. Les élections ont donné l'occasion du coup d'État. L'histoire officielle dit que le président Lissouba a engagé un char contre la villa de M. Sassou. En réalité, il s'agissait d'une provocation montée de toutes pièces par la milice Cobra. Sassou était de l'autre côté du fleuve, Congo, avec des jumelles. Le président Lissouba et sa directrice de cabinet, Claudine Mounari, n'ont pas compris ce qui était en train de leur arriver et ils ont été renversés. Les combats ont duré tout l'été. J'ai aidé le clan Sassou à revenir là-bas. Et je lui ai trouvé des armes au mois d'août 1997. Après le décès de Jacques Foccart, à la demande de Pierre Auba, le ministre de l'Intérieur, il fallait trouver de l'artillerie. Je n'ai jamais été marchand de canons, mais j'ai aiguillé Pierre Auba vers un spécialiste à Monaco. Et le président angolais José Eduardo dos Santos a aidé Sassou à donner le dernier coup de rein. C'est un aveu, une signature incontestable. Mais les dénégations ne manquent pas malgré ces aveux, comme le refus de la repentance par exemple. Bref, pendant ce temps, que fait l'armée française restée à Brazzaville après le départ des contingents américains et belges? Après l'évacuation des ressortissants occidentaux et autres étrangers et de Brazzaville, étrangers de Kinshasa et de Brazzaville, version officielle, le contingent français se retire, laissant derrière lui un pays à feu et à sang, et abandonnant un peuple à son sort, à l'agonie, à la folie meurtrière d'un homme que la France, commanditaire des massacres humains qui s'en suivirent, ne connaissait que trop bien, mais en prenant tout de même le soin de lui laisser son armement, toute sa logistique. Au regard de ce qui précède, le reste, par exemple, la situation en RD Congo-Kinshasa et l'évacuation des Occidentaux provenant de Kinshasa n'était donc qu'un prétexte puisque la France n'a pas pris en charge les évacués de Brazzaville à partir de Kinshasa. Ceux qui suivent ces développements comprennent bien les enjeux commandés par la cupidité, l'avidité et la concussion au détriment, au grand mépris des vies humaines ainsi sacrifiées.
bien que connaissant son homme lige quant à sa propension à la violence et au crime, Paris, la France, connaissait-elle les intentions profondes et les non-dits de l'homme qu'elle remettait au pouvoir au Congo-Brazzaville? Nous pouvons répondre par affirmation, puisque dans ses mémoires posthumes publiés par Jeune Afrique, Foccart aurait confié à ses scribes, ses héritiers, que Sassou Nguesso était un homme dangereux, très rancunier, et qu'il doutait de ses capacités et volontés de rassemblement et de restauration de la paix et de la démocratie dans son pays. Pour preuve, la demande de Sassou Nguesso adressée à Elf pour assassiner des opposants trop rémiants et gênants. Ceci confirme ce qu'avait déjà exprimé sur son lit d'hôpital à Paris le feu président Jacques Opango, qui avait dit « Tant que le petit au signe du diable sur le front sera toujours là, le Congo ne connaîtra jamais la paix, encore moins de réconciliation nationale. » Alors, M. Guy Mafimba, où et quand Modeste Bokadia a acheté les armes remises à Sassou? Maintenant, il faut que tout le monde sache que les premiers traîtres du président Lissouba étaient à son sein et sont dans le camp et le rang des proches de l'UPADES. On ne peut pas être nommé ministre dans le gouvernement de l'adversaire si on n'a pas trahi son chef. C'était la récompense pour service rendu. C'est le cas de Martin Berry, de Claudine Mounari, de Clément Mwamba, de Tassima Biala et beaucoup d'autres dans le rang de l'UPADES qui, au juste, n'est pas constitué que des transfuges du PCT dont ils sont cofondateurs. Fin de citation. Voilà donc au peuple congolais des révélations poignantes que notre frère venait de nous livrer au sujet des critiques ou des acharnements sur la personne de M. Modeste Bokadia. Des récurgités sont déversées sur la personne de M. Modeste Bokadia. Ceux qui dénoncent comme marchand d'armes, ceux qui le traitent comme quoi c'est lui qui avait vendu les armes à M. Denis Sassou Nguesso, n'ont jamais apporté de preuves. Voici 23 ans. Pendant 23 ans, les Congolais qui prétendent détenir de preuves que M. Modeste Bokadia avait fourni et avait acheminé des armes au Congo-Brazzaville pour le coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso, jamais ils n'ont donné de preuves, ils n'ont brandi de preuves et jamais ils n'ont porté plainte pour un tel acte. Peuple congolais. Mais pourquoi autant d'acharnement? Et aujourd'hui, on l'accuse. Pourquoi n'a-t-il pas laissé de faire de la politique alors qu'il est âgé? Et pourquoi avait-il tendu la main à M. Denis Sassou Nguesso? Peuple congolais. Le Congo est à la croisée des chemins. Il est désormais au cœur des préoccupations du développement dans lesquelles sont déployés des dirigeants engagés depuis une vingtaine d'années. Ces derniers peinent à trouver une issue heureuse, à partir de laquelle le pays pourrait jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. Il est nécessaire de réfléchir à une nouvelle génération de leaders capables de relever plusieurs défis comme ceux de la fragmentation de l'espace, de l'histoire et du savoir, de la refondation de l'État post-colonial, de la promotion de la démocratie et des droits humains, et de la mise en place de nouvelles conditions de paix et de liberté, gage d'un développement durable. Voilà, peuple congolais, l'héritage que veut laisser M. Modeste Bokadia aux générations futures, car il sait qu'il est le seul qui peut faire face à M. Denis Sassou Nguesso, le seul qui n'a aucune dette morale envers lui. Pendant qu'il se bat pour un vrai combat politique d'idées et d'idéologie, voilà qu'une partie de jeunesse égarée se lance à la calomnie, aux insultes, comme si la politique est faite des insultes et des mensonges.
Cette jeunesse de la diaspora que nous avons appelée la diaspora hybride, qui a perdu le sens du combat et du raisonnement, manque d'idées, pris dans une diarrhée verbale, trouve un autre prétexte. Tous les politiciens vieux, inventés, doivent partir, doivent prendre la retraite, de nous laisser la place, nous les jeunes, pour diriger le pays. Peuple congolais, ils prétendent que seuls les jeunes qui ont une bonne probabilité morale et d'éthique, qui ont toutes les facultés mentales, intellectuelles et physiques, qui ont l'art de la réverbération pour comprendre et résoudre les problèmes du pays. Il est de droit de tout Congolais et Congolaise de jouir de sa liberté. Mais depuis quand il a été interdit, depuis 2016, aux jeunes Congolais de ne pas chasser M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir? Depuis quand on a interdit à ces jeunes de ne pas les prendre le pouvoir à Brazzaville? Peuple congolais, avec quelques probités morales et éthiques, ces jeunes hybrides de la diaspora se définissent-ils? Mais ces jeunes doivent se rappeler. Quand Marien Ngouabi avait pris le pouvoir en 1968, lui qui est né le 31 décembre 1938, il avait 30 ans. Il avait 30 ans. Donc il était jeune comme lui. Mais, chemin faisant, il s'est rendu compte que le bilan était catastrophique. Au point où le jeune Diawara lui reprochait de lobimétrie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu remettre le pouvoir à un vieux, Massamba Deba, en 1977. Il était déjà âgé de 56 ans. Quand M. Joachim Yombi Opango est passé président en 1977, lui qui était né le 14 janvier 1939, il avait 38 ans. Et il était jeune comme eux. Il n'a rien fait au pays. Lui qui vivait dans l'opulence. Qu'est-ce que le peuple a retenu de lui? C'est le vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Voilà le bilan qu'il nous a laissé. Quand M. Denis Sassou Nguesso, celui qui est là actuellement, quand il est passé pour la première fois président de la République en 1979, lui qui est né le 23 novembre 1943, il avait 36 ans. Il était jeune, comme ces jeunes aujourd'hui qui sont en train de revendiquer. Lui également, il disait il faut que ces jeunes, il faut que ces vieux partent, qu'ils nous laissent le pouvoir. Nous allons diriger notre pays. Il a promis de tous et merveilles aux Congolais. Quel est le bilan aujourd'hui? Le Congolais le plus riche au Congo, qui n'a jamais été un entrepreneur, qui détient plus de 145 comptes à l'étranger et qui détient plus de 10 000 milliards de francs CFA, qui s'appelle M. Denis Christel Sassou Nguesso. Il a commencé à avoir de l'argent au Congo à l'âge de 30 ans. Il est un jeune, il est de leur génération. Quel est le bilan? Peuple congolais, voilà le bilan des jeunes. Les jeunes ont déjà eu la responsabilité de gérer notre pays. On est en droit de faire le bilan de ces jeunes qui sont déjà passés. Donc quand les jeunes aujourd'hui sont en train de revendiquer, de dire que ce ne sont que des jeunes qui doivent être au pouvoir pour pouvoir gérer ce pays, ils oublient que les jeunes ont déjà dirigé ce pays et ils ont fait preuve de ce qu'ils sont capables de faire. Peuple congolais, ces jeunes doivent savoir que Massamba Deba, avec un âge bien avancé quand il est arrivé au pouvoir, il avait 42 ans. Il a quand même bien géré notre pays. L'histoire est là pour pouvoir les témoigner. Ceux qui mettent en cause l'âge, ces jeunes qui pensent que c'est l'âge qui fait l'affaire, ce sont ces mêmes jeunes qui hier ont voté Lissouba en 1992. Mais ils oublient que M. Lissouba, en 1992, il avait 61 ans. Il n'était pas jeune. Mais ce sont les jeunes qui l'ont voté.
Son bilan d'ailleurs a été négatif. Dû essentiellement, c'était pas à cause de son âge, mais c'est parce qu'il avait été entouré de vautours politiciens. Souvenez-vous, on parlait de la bande des quatre autour de lui. Cette même diaspora qui est en train d'avancer l'âge comme argument, c'est cette même jeunesse qui a demandé à Moukoko de se présenter aux élections de 2016, qui ont soutenu Moukoko en 2016. Mais en 2016, Moukoko avait l'âge déjà de 69 ans. Il était déjà vieux. Il était déjà avancé en âge. Mais il en supportait quand même. Un âge, 69 ans, que Modeste Bokadia n'avait même pas encore atteint. Alors, peuple congolais, cela semble normal pour Jean-Modeste Bokadia, mais pas pour... cela semble normal pour Jean-Marie Michel Moukoko, mais pas normal pour Modeste Bokadia. Sur le plan international, on peut donner un autre exemple. C'est à 76 ans, le 24 avril 1994, que Nelson Mandela, lors des premières élections démocratiques en Afrique du Sud, qu'il avait été élu président. Et nous savons comment il a fait rayonner sur le plan international son pays. Voilà donc, peuple congolais, ce que nous voulons dire. Nous voulons donc parler aux Congolais, les sages, les vrais Congolais qui réfléchissent. Que tout ceci pour vous dire que vous ne devez pas vous inscrire aux idées de penser que l'âge est une référence de base pour bien gérer le pays. Les déversions sur Modeste Bokadia ont une autre motivation ailleurs. Heureusement, l'histoire est là pour nous rattraper. Le passé va être éclairé justement par l'histoire. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont orienté le débat politique sur un autre terrain. Celui d'avoir tendu la main à M. Denis Sassou Nguesso. Y a-t-il des leçons à recevoir de cette jeunesse qui se fait grise la nuit auprès des régimes de Brazzaville et blanc le jour dans la diaspora? Dans une de nos vidéos, nous avons expliqué que la concertation, le dialogue, la conférence, les colloques ne peuvent se tenir sans le principe de la main tendue. Car qui dit main tendue veut dire la communication. Il y a un émetteur de la main et un récepteur de la main. Notre pays est dans une crise multisectorielle grave, avec un département du pôle assiégé par des militaires, où les ponts, les écoles, les dispensaires sont détruits. Voici 4 ans que les Congolais sont en train d'aboyer, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Rien n'a changé. Ils sont fatigués. Ils sont désormais aux injures. Alors, que faut-il faire pour mettre fin au système de M. Denis Sassou Nguesso? Cela leur semble déjà difficile. Peuple congolais. En 1959, quand il y avait un conflit entre les Lari et les Mbushi, bien que Jacques Opango avait été condamné par la justice, le président, l'abbé Fulbert Youlou, l'avait tout de même tendu la main pour ramener la paix au pays. En 1977, alors que Marien Ngouabi avait renversé Alphonse Massamba Deba en 1968, après qu'il ait vu qu'il était difficile de pouvoir gérer le pays, compte tenu de ces vautours du peuple du Nord qui ne savent diriger, ce dernier, c'est-à-dire M. Marien Ngouabi, avait tendu la main à Alphonse Massamba Deba, parce qu'il connaissait en lui une personne qui avait une
expérience et ce n'est que lui qui pouvait redresser l'économie du pays. De 1988 à 1989, M. Bernard Kolela avait envoyé à M. Denis Sassou Nguesso 2 lettres ouvertes lui demandant d'accepter d'organiser une table ronde des Congolais pour le redressement du pays et à l'ouverture de la démocratie. De ces demandes, nous dirons plutôt qu'il avait tendu la main à M. Denis Sassou Nguesso, qui au final a conduit à l'obtention de la conférence nationale souveraine. Le 20 octobre 2020, récemment, le ministre de l'Intérieur parle de la concertation de Madingo. En quelque sorte, quelle que soit la lecture que vous allez faire de cette annonce, mais philosophiquement parlant, là-dedans, nous comprenons qu'il tend la main à une catégorie de la classe politique, tant bien même que cette classe politique sont en connivence avec le régime en place. Mais ce que nous retenons, c'est qu'il a tendu la main à cette classe politique d'aller participer à la concertation de Madingo. Et sur le plan international, en Afrique, nous avons vu la main tendue de Mandela envers de Klerk. En Côte d'Ivoire, entre Gbagbo et Ouattara. Nous venons de suivre dernièrement l'interview de Gbagbo qui demande aux Ivoiriens de s'asseoir pour trouver une solution apaisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il tend la main entre Ouattara et Bédié pour qu'ils trouvent des solutions. Alors pourquoi la main tendue faite à M. Denis Sassou Nguesso pour mettre fin au problème du pool du Congo est plus qu'un crime? Tendre la main n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. C'est un signe de se dépasser. Je comprends, ça nécessite du courage. Et ce n'est pas tout le monde qui a le courage. Le constat réalisé, c'est que la majeure partie de la diaspora hybride est parrainée par les membres du régime en place. Voilà pourquoi il y a autant d'accusations gratuites. Peuple congolais. Et comme si cela ne suffisait pas, les jeunes de la diaspora hybride accusent Modeste Bougadia de n'avoir pas porté plainte à son geôlier, M. Denis Sassou Nguesso. Ils estiment que porter plainte, c'est la preuve tangible qu'on n'est pas en connivence avec M. Denis Sassou Nguesso. Donc, quiconque qui a subi des atrocités ou qui a été en prison injustement devait porter plainte. Ne pas le faire prouve qu'il est en complicité avec M. Denis Sassou Nguesso. Avec une réflexion pareille, je me permets de dire, si Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, était congolais, cette bande des Congolais très mal intentionnés allait demander à Nelson Mandela de porter plainte à Peter Botha. Oui, je me permets de dire que cette catégorie de Congolais n'allait jamais pardonner Nelson Mandela. Ils allaient crier sur lui. Ils allaient le chercher à vouloir le diminuer comme toujours. Mais heureusement, le peuple sud-africain n'a pas la même conception, ne fait pas la même lecture comme ceux de la diaspora hybride. Lui, Nelson Mandela, il avait tendu la main à de Klerk et il avait pardonné Peter Botha. Loin d'aller prendre l'exemple de Nelson Mandela revenant au Congo, Paulin Makaya, il est sorti de la prison après 2 ans. Il n'a jamais porté plainte à son geôlier. Et cela semble tout à fait normal. Yombi Opango, qui a fait 11 ans en résidence surveillée, qui est sorti en 1991 grâce à la conférence internationale, n'a jamais porté plainte. Certes, c'est vrai qu'il a porté plainte, mais c'était pour sa maison qui avait été détruite. Que l'État congolais a d'ailleurs dédommagé à la hauteur de 1 milliard. Mais jamais il n'avait porté plainte pour avoir été en résidence surveillée pendant 11 ans.
Et cela semble normal. Monsieur Anatole Libongongoka, l'ancien directeur de campagne de monsieur Jean-Marie Michel Moukoko, qui a purgé 4 ans en prison et qui aujourd'hui est candidat aux élections présidentielles de 2021, qui s'est d'ailleurs prononcé qu'il supportera par la suite la candidature de M. Denis Sassou Nguesso s'il passe. Il n'a jamais porté plainte contre son geôlier, M. Sassou Nguesso. Pour cette catégorie des Congolais, ils trouvent cela normal. Notre doyen, le colonel Mpika, après son séjour à la maison d'arrêt, n'a jamais porté plainte. Cela semble normal. Nous avons vu notre défunt frère Kalakala qu'on est venu jeter devant la mort parce que le croyant mort. Mais dans son vivant, il n'avait jamais porté plainte à son geôlier. Cela semble normal. Le colonel Nsourou, bien qu'il soit mort, jamais ses parents ont porté plainte. Cela semble normal. Mais cependant, quand il s'agit de Modeste Bokadia, alors là, toutes les langues se délient. Ils ne trouvent pas ça normal. Ils trouvent que c'est inconcevable qu'il n'ait pas porté plainte. Ils déduisent alors qu'il a un deal avec M. Denis Sassou Nguesso. Ils disent qu'il a reçu de l'argent. Peuple congolais. Vous les Congolais, sages et intelligents. Mais pourquoi 2 poids, 2 mesures si ce n'est la haine qui anime ces Congolais? Et comme si cela ne suffisait pas, on l'accuse d'avoir travaillé avec M. Sassou. Sauf, jamais ils ont dit quelles étaient ses fonctions, dans quel ministère il avait évolué. Ils n'ont jamais apporté des preuves de ses fonctions. Ils disent, travailler avec M. Sassou, c'est un délit qui est condamné et qui doit être condamné. Et il discrédite un Congolais qui a travaillé avec M. Denis Sassou et qui vient à l'opposition. Voilà, peuple congolais, ce qu'on lui reproche. Mais cette même jeunesse a supporté Jean-Marie Michel Moukoko, qui l'ont même proclamé l'icône, l'idole de l'année 2020, alors que ce dernier a travaillé avec M. Denis Sassou Nguesso plus de 20 ans. Tous nous avons entendu dans la vidéo dont il préparait son coup d'État, en train de faire son discours, dont il a dénoncé, il a détaillé le plan d'exécution qu'il devait faire. Mais cela semble être normal, parce que c'est Jean-Marie Michel Moukoko. Les mêmes supportent Okombi Salissa, qui a participé l'arme à la main, qui a tué, qui a détruit la démocratie qu'on a obtenue à la conférence nationale souveraine. Parce qu'il a été au front avec son front 400. Ces Congolais trouvent cela normal. Peuple congolais. Mais quand arrive à M. Modeste Bokadia, il trouve que ce n'est pas normal. Et on l'accuse de ce fait dont ils n'ont même pas de preuves. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que d'autres accusations arrivent. Ils disent, alors que la stratégie fomentée d'un coup d'État a échoué actuellement à Brazzaville, avec des armes qui ont été saisies, ils disent que c'est M. Modeste Bokadia qui a été derrière. C'est lui qui a permis que ce coup d'État soit déjoué parce qu'il a fait faire saisir des armes. Peuple congolais, voilà
la stratégie de salissage mise en place par le régime de M. Denis Sassou Nguesso, par le PCT et la diaspora hybride pour nuire à un paisible citoyen congolais qui ne rêve que à hausser au rang de puissant et de grand son pays. Malheureusement, ceux qui le disent se discréditent eux-mêmes, car le Congolais de l'intérieur, car le Congolais intelligent, car le Congolais sage, car le Congolais, celui qui vote, car la diaspora consciente maîtrise bien l'histoire de la politique. Il comprend les enjeux. Alors, peuple congolais, quel est le but de tous ces acharnements? La misère est trop généralisée pour que des politiciens pressés, imbus, manquent d'idées, rivalisent sur le terrain des programmes économiques et sociaux. Les débats qui agitent la vie politique congolaise depuis l'institution du multipartisme ne sont jamais des débats autour des programmes. Ce sont toujours des débats autour des litiges électoraux ou constitutionnels. Officieusement, les négociations entre les leaders, entre les formations politiques, ne portent jamais sur des programmes, mais sur le partage du pouvoir. Tel sera le cas de la concertation de Madingu. Tous ces acharnements démontrent l'antipathie de M. Sassou Nguesso envers les membres crédibles de la vraie diaspora. Il est donc temps que cette diaspora prenne conscience. Je parle ici de la diaspora consciente, qu'elle est désormais la cible de M. Denis Sassou Nguesso. La diaspora doit mesurer la responsabilité qu'elle porte, celle d'être le porte-étendard de la libération du Congo. Car le pays actuellement est sous le joug du voleur, du corrupteur, du pilleur, du mythomane et du despote, de l'assassin, du génocidaire, M. Denis Sassou Nguesso. Le combat de la diaspora ne doit plus être dans la dissimulation, dans la duplicité, la fausseté, la fourberie et les injures. Certains Congolais de la diaspora font des tintamarres sur des réseaux sociaux alors qu'ils ne sont que là pour vendre des illusions, dans le but de se faire coopter par des vautours qui sont devenus des milliardaires ou des millionnaires du jour au lendemain sans le moindre effort. Les Congolais doivent s'écarter de leur logiciel mental avec le virus inoculé par M. Denis Sassou Nguesso. Toujours de dire qu'à chaque fois que quelqu'un exprime une pensée ou élabore une méthode ou une stratégie, au lieu d'apprécier la valeur intellectuelle ou d'apprécier l'efficience de la méthode, il cherche plutôt à savoir d'où il vient. A-t-il été le premier parmi le premier? De quelle ethnie appartient-il? Mais pourquoi lui? Est-il jeune? Les virus insinués par M. Denis Sassou Nguesso envers cette diaspora a rendu certains Congolais victimes du tribalisme. Ils sont désormais sous l'emprise de la politique de 5D, au point de vouloir faire la scission, la stratégie de pérennisation du pouvoir. Voilà pourquoi, même si la politique de M. Denis Sassou Nguesso a généré des fantômes, la diaspora, la vraie, la diaspora propre, celle qui n'est pas dans des injures, celle qui travaille, celle qui est à la phase des actions, doit faire preuve de fermeté. Ces fantômes, après avoir reniflé ce virus, migrent vers la diaspora intègre, infiltrent le milieu de la diaspora loyale et tirent du bas l'émergence ou le rayonnement du pays, vocifèrent le tribalisme dont il en a fait la référence d'existence, dont il en a fait le fond de leur combat. Parce que pour eux, le tribalisme, il faut l'apercevoir, il faut l'auditionner, il faut l'exprimer partout.
sans scrupule. Le regard de M. Denis Sassou Nguesso envers la diaspora est impudent. Par conséquent, la diaspora, la vraie, la raisonnable, doit s'impliquer entièrement dans la lutte de processus pour faire partie de M. Denis Sassou Nguesso, pour s'investir pour le développement national, pour s'engager à une réflexion sur les activités menées par des institutions nationales afin de favoriser le partage d'expériences et d'optimiser l'apport de la diaspora dans le développement du pays, pour faciliter l'installation des structures de la diaspora et enfin pour centraliser les informations sur la diaspora dans leur domaine d'activité, etc. Voilà, peuple congolais, le devoir qui devait être celui de la diaspora hybride. Cette diaspora corruptive, au lieu de proférer au salissage de l'innocent peuple en personne de M. Modeste Bokadia, à qui on amplifie la haine, on déverse toutes les régurgite simplement parce qu'il est du pôle. Au vu de tout ce que nous venons de dire, de tout ce que nous venons de démontrer, comment ne pas confirmer que tous ces acharnements n'ont qu'un seul but, n'ont qu'une seule motivation, de détruire politiquement, physiquement, moralement, M. Modeste Bokadia, parce qu'il est du pôle. Voilà pourquoi le tout sauf. Peuple congolais. Mais chaque Congolais a le droit d'écrire son histoire. Et personne ne peut le lui empêcher. Justement, M. Modeste Bokadia est en train de graver sur l'arbre, sur le marbre congolais, ses emprunts d'histoire. Voilà, peuple congolais. Ceci nous amène à comprendre, mais quelle est donc l'attitude de l'opposition au sujet de la scission? Nul doute, la situation du Congo ne sera résolue que par les Congolais. C'est un refrain que les Congolais connaissent et qui est presque chanté par tous les Congolais. Toutefois, il serait irresponsable de sous-estimer le poids de la diaspora intègre dans le dénouement de la crise actuelle. C'est pour cela que M. Denis Sassou Nguesso a maintenant les yeux rivés vers cette diaspora. D'abord, parce que cette diaspora a largement contribué, par son action de lobbying, à fermer les vannes financières qui auraient pu arroser l'économie moribonde du Congo et lui faire passer le cap difficile de la crise. Mais surtout, parce que sur toute l'étendue du territoire national, de nombreux Congolais sont persuadés que le salut viendra de l'extérieur. Fatigués de la corruption endémique de la classe politique nationale, surtout pris en tenaille, ils se sont mis à croire qu'un oiseau rare, pur, aux ailes blanches, aux chevaliers aux mains propres, viendrait de l'étranger renverser la table de jeu qui est devenue le Congo et remettre le Congo sur le rail avec une nouvelle classe politique intègre. La diaspora responsable doit commencer à balayer devant sa porte. Oui, la diaspora a un rôle crucial à jouer dans le redressement du Congo. Combien de nos compatriotes bardés de diplômes, piaf, d'impatience d'aller contribuer à la renaissance de ce pays, aux richesses humaines et naturelles colossales. Combien de nos compatriotes sont prêts à un vrai dialogue au cœur pour transcender nos divisions et aspirer à une vraie unité nationale? La diaspora est un concentré du Congo. Les divisions, les déchirements, les injures qui laminent aujourd'hui sont les mêmes qui ruinent le Congo. En ce sens, on pourrait dire que la diaspora est une image du Congo dans un miroir souillé et contaminé par des mots qui minent le pays. D'où cet appel glorieux de la table ronde afin de dégager, afin de laver, dit-on, le linge sale en famille.
une position consensuelle pour la tenue de la conférence internationale. Soyons responsables. Nous devons exiger la paix et l'unité à la table ronde et ériger l'inclusion comme mode de fonctionnement. Nous pouvons combattre la corruption et l'achat de la conscience du régime de Brazzaville et ne pas se complaire dans les mêmes travers dans la diaspora à Paris. Nous pouvons dénoncer le tribalisme au Congo et se passer des injures sur les Mboshi et les Congos, les Bembe, les Vili. Soyons responsables. Nous ne pouvons pas refuser l'argent du contribuable congolais le jour prétendant que cet argent pouvait servir à payer les retraités les bourses et courir le soir dans les hôtels de Paris pour se faire des poches. Oui, une table ronde des Congolais s'impose. Cela constituera un nouveau départ. Préparer le terrain à cette vaste concertation tant souhaitée qui est la conférence internationale, à laquelle la diaspora prendrait entièrement part en bon ordre, avec des exigences réfléchies et largement consensuelles. Alors ceci nous amène à la réflexion de savoir quelles sont donc les qualités d'hommes politiques congolais au sujet de la scission. Peuple congolais, sans une paix sociale garantie par des hommes de cœur et de bonne foi, les discriminations ethno-tribales vont rester la norme si les perspectives socio-économiques demeurent comme telles pour les peuples dits congolais, au sud comme au nord. Si les négociations ne prennent pas le chemin de ces impératifs que nous venons de préciter, sinon, nous risquerons de transformer les expressions de notre devise nationale. La paix, la République, l'état de droit et l'instauration de la démocratie sont des objectifs de la table ronde pour l'émergence de notre pays dans ses dimensions sociales, économiques et politiques en vue de renouer du marché intérieur en Afrique centrale. Le but est d'unifier pour l'avenir, pour faire évoluer les choses et les mentalités pour le bien et la sécurité du peuple. Le but n'est pas la sédition, la division, les injures, mais au contraire, l'unification du pays tout entier. À l'instar de ce qui a été fait dans les pays africains, nous devons réunir des entités ethniques homogènes pour la stabilité de l'Afrique en général et du Congo en particulier. La réalité nous exige de construire l'avenir du XXe siècle avec lucidité. Alors nous allons prendre, pendant que nous sommes dans les qualités d'un homme politique, le cas de Nelson Mandela. Peuple congolais. Les leaders congolais doivent être à la hauteur d'un icône, Nelson Mandela. Lors de sa mort, M. Barack Obama, président des États-Unis, avait déclaré, nous citons, nous avons perdu l'un des hommes les plus influents, les plus courageux, et l'un des êtres humains les plus profondément bons sur cette terre. Un homme d'État, un homme de paix, réconciliateur, un leader, un démocrate, un visionnaire, un humble, un grand orateur, etc. C'est autant de qualités que cet homme avait. Fin de citation. Mes peuples congolais, je voulais vous dire une chose. Il y a une qualité qui a fait jour depuis sa disparition. Une qualité, un don qui fera beaucoup de jaloux. Un don que le monde entier satisfait d'admiration. Une qualité que je vous laisse à découvrir. Que malheureusement, les Congolais de la diaspora hybride ne pourront jamais observer ni voir. Alors, peuple congolais,
Les Congolais sont-ils pour l'unité ou la scission? Peuple congolais, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Évangile selon Luc, chapitre 25, verset 5. Alors, pour cette catégorie de la population hybride, cette catégorie de la population qui a un esprit court, un esprit éphémère, nous leur disons, mais pourquoi cherchez-vous parmi les scissionnistes celui qui est rassembleur? La situation de notre pays exige beaucoup de courage et d'efforts si nous voulons laisser un héritage assuré aux générations futures. La raison pour laquelle nous demandons aux Congolais d'être lucides et d'avoir des ambitions de participer à la table ronde. À quelques jours de la concertation de Madingu de 2020, il n'est plus indispensable que ce sujet des élections présidentielles de 2021 soit débattu. Il faut se tourner ailleurs. M. Sassou est dans ses rituels pour combattre et éradiquer le paysage politique, de se pérenniser au pouvoir. Sauf qu'il doit savoir qu'il est en train de patauger dans l'échec. L'invasion de la vie publique par des ambitions personnelles, les calculs et des batailles écocentriques au détriment du débat d'idées. Le narcissisme en politique représente une véritable trahison au regard de l'idéal républicain. Il revient à la nouvelle génération des hommes politiques, surtout les jeunes de la diaspora intègre, d'avoir une vision républicaine opposée à toute idée d'ethnocentrisme pour sauver la République. Tel est l'appel lancé par M. Modeste Boukadje. Préparons-nous tous à reconstruire l'État du Congo, sous le fondement de la proclamation de la République du Congo du 28 novembre 1958 et de la Constitution du 15 mars 1992 issue de la Conférence nationale souveraine. Les Congolaises et les Congolais doivent participer à la table ronde à la conférence internationale pour la renaissance du Congo, notre beau pays, raison pour laquelle j'appelle à tous les Mboshi, les Kouyo, les Moye, les Bakwele, les Makwa, les Ngare, les Mboko, les Likwala, les Mbonga, les Mbombongi, les Mbongili, les Pomo, les Bomitaba, les Banjo, les Munjombo, les Enyele, les Mindasa, les Bakota, les Bagangulu, les Bandasa, les Mbanza, les Ngaka, les Lari, les Sundi, les Congo, les Bembe, les Yombe, les Kuni, les Dondo, les Kamba, les Mikenge, les Angala, les Manyanga, les Vili, les Bakukuya, les Mbon, les Boma, les Nsaï, les Lumbu, les Punu, les Tsangi, les Bussi, les Obama, les Ntie, les Lali, les Nzabi, les Bankwe, les Wumbu, les Nyanga, les Mbisi, etc. Tous les Congolais doivent être là pour marquer le fondement d'un Congo nouveau. Pour terminer, peuple congolais, débattre avec son bourreau, avec le criminel, avec le génocidaire, il nécessite du courage. Je comprends parfaitement. Parce que l'audace, ça demande de l'audace. Ce sont là les qualités qu'un homme politique doit avoir. Nous venons de le voir avec Nelson Mandela. Affronter son bourreau. Et ces qualités, c'est nous qui les avons. Monsieur Sassou Nguesso a peur. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne les a pas. Il faut l'affronter face à face, les yeux dans les yeux. Alors donc rejeter, débattre avec lui, c'est le considérer fort, c'est lui donner un pouvoir. C'est lui donner un chèque en blanc pour faire du Congo tout ce qu'il veut. Bien sûr, M. Denis Sassou Nguesso
bien qu'il soit considéré comme un président illégitime, illégal. Ne pas discuter avec lui, ne pas proposer des solutions de sortie de la crise, serait une sorte de lâcheté. Nous devrons se dépasser, faire savoir nos exigences. Nous devrons l'affronter. Telles sont les valeurs d'un homme politique. Nous demandons à tous ceux qui encore posent des conditions préalables pour participer aux activités de la table ronde, qu'ils reconsidèrent leur position parce que le cadre de la conférence internationale via la table ronde est l'unique et le meilleur cadre pour discuter de tous les problèmes qui intéressent la vie nationale congolaise. Et c'est le seul moyen de pouvoir s'en sortir. L'unité autour de la table ronde et de la conférence internationale va nous conduire à une paix durable dans un nouveau Congo. Le Congo de l'autonomie, de la répartition, de la décentralisation. C'est celui-là que nous appelons ici T-Congo. Le Congo des T-travailleurs, le Congo des T-technocrates, le Congo des T-tranquillité, le Congo des T-transferts. Maintenant que le peuple congolais, que la balise du combat est déjà définie, maintenant que nous sommes à la phase des actions, nous pouvons, et surtout sous la demande des Congolais et Congolaises, nous permettre de vous parler du Congo de demain, que nous appelons le nouveau Congo. C'est donc de ce Congo, le Congo de la répartition, qui fera l'objet de la prochaine vidéo. À bientôt et merci. Mes peuples congolais, nous voulons faire un coup de gueule. Nous voulons faire un coup de gueule parce que nous voulons toujours attirer l'attention des Congolais qui sont à l'intérieur du pays. Ceux qui sont avec nous ici à Brazzaville. Ceux qui partent aux urnes pour aller voter. Nous ne cessons de dire que jamais ne descendez pas sur la rue, malgré des appels qui sont lancés. Peuple congolais, nous avons dit que nous descendrons dans la rue quand ceux qui proposent cette idée descendent à Brazzaville avec leurs femmes et leurs enfants, se mettront debout comme l'a prouvé Mbemba et Fayoulou. Alors en ce moment-là, on se mettra derrière eux et puis on va avancer. Si ce n'est le cas, vous ne descendez pas. Nous avons également dit, peuple congolais, que ceux qui pensent qu'ils vont faire un coup d'État au pays, peuple congolais, ce jour-là, ne participez pas à cela. Vous restez chez eux. Il faut leur laisser. Surtout pour vous, les gens du pôle, qu'on qualifie comme quoi il faut leur regarder, vous ne participez pas. Loin de ce qu'on est en train de vous dire, le soi-disant l'unité du Sud. Peuple congolais, restez, vous êtes déjà unis. Qu'on vienne vous dire il faut faire l'unité du Sud, cela veut dire qu'on est désunis. Non, peuple congolais, on est unis. Donc, ce n'est qu'une illusion. Parce qu'il y a derrière quelque chose. Et aujourd'hui, on le sait. C'est pour cela qu'on vous dit de faire attention. De ne pas s'emballer. L'histoire viendra. On est là. On est déjà dans les factions. On est déjà dans la phase des actions. Sassou nous a laissé pratiquement 4 ans depuis 2016, où les gens ont élaboré des stratégies. Ils ont tout inventé, avec plus de 600 associations déjà créées pour faire partie de M. Denis Sassou Nguesso, comme nous l'avons dit. Ils ont aboyé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, à plus de 1000 vidéos déjà en ligne. Ça n'a rien abordé. Peuple congolais, là, on est dans la phase des actions. Donc, il faut rester lucide. Nous voulons aborder la situation de la concertation de Madingo. Peuple congolais, nous l'avons dit,
Ça fait partie de la politique du PCT, ce qu'ils appellent la politique de contradiction. Comme ils savaient qu'il y avait une table ronde qui devait être faite à Paris en novembre, le 28, ben, ils ont ciblé le même mois et éventuellement ils allaient aussi le faire en 28. Mais comme à quelque chose malheur est bon, voilà que ça a été repoussé à une date qu'on ne connaît pas. Pour ceux qui ont vécu, qui aiment le football, ça s'appelle le jeu de feinte de Jonas Mbemba Tostao. Maintenant que ça a été reporté, ben aujourd'hui ils sont exposés et ils vont se retrouver. Mais en fait, qu'est-ce qui se casse derrière cette concertation? Cette concertation ne sert qu'à aller former un gouvernement d'union nationale. Alors, on se pose la question si c'est le cas, mais pourquoi le CNR de M. Ntoumi est là-dedans? Peuple congolais, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui lui-même a donné l'ordre qu'on mette le CNR dans cette liste parce que ce n'était pas dans la volonté du ministre de l'Intérieur. Pourquoi? C'est parce que M. Denis Sassou sait que les ripostes ou les contestations ne viennent que de poules. Donc ne pas vouloir mettre le CNR là-dedans, ça risque de susciter encore des remous. Chose que M. Denis Sassou Nguesso ne veut plus vivre, surtout qu'en ce net moment, il est dans une position qui ne l'arrange. Donc, pour essayer de calmer les esprits, il a voulu mettre le CNR là-dedans pour pouvoir les endormir. C'est ça la vraie raison. Alors, par opposition, il n'a pas voulu mettre M. Paulin Makaya là-dedans. Pourquoi? C'est parce que dans cette concertation, il est question d'aller mettre un gouvernement. Tous ceux qui partent là-bas, ils vont avoir des postes ministériels. Or, dans l'attitude de M. Paulin Makaya actuellement, c'est le seul qui pouvait dire non. Donc c'est pour cette raison qu'on ne lui a pas appelé là-bas, d'aller là-bas. Mais on le surveille de près. Parce que lui, pendant que tous les autres partis vont donc former le gouvernement, lui, M. Paulin Makaya, va donc jouer le rôle de l'opposition. Parce que si on mettait aussi M. Paulin Makaya là-dedans, vous allez comprendre qu'au Congo, il n'y aurait plus, soi-disant, l'opposition. Donc c'est pour cette raison que exceptionnellement on l'a laissé de côté pour qu'il puisse jouer le rôle de l'opposition pendant que tous les autres vont donc constituer la mouvance présidentielle. Nous ne cessons de vous dire que M. Denis Sassou Nguesso ne va pas organiser les élections de 2021. Nous l'avons dit et redit que M. Tsatsi Mabiala était déjà venu pour vous dire qu'il devait y avoir un report de 2 ans. Il ne l'avait pas dit parce qu'il ne savait pas ce qu'il disait, peuple congolais. Nous l'avons déjà dit et prononcé depuis. Que tous ceux qui rêvent, qui pensent qu'ils vont aller faire des élections, ils vont aller participer aux élections présidentielles, ils doivent savoir qu'en 2021, il n'y aura pas des élections. Donc, M. Tsatsi Mabiala ayant déjà balisé le chemin, parce que c'est comme ça que ça doit être, parce que l'idée avait été travaillée dans les laboratoires du PCT avec M. Denis Sassou Nguesso, il a été le porte-parole pour venir donner cette nouvelle. Et c'est ça qui est en train de se faire. Et pourquoi 2 ans? Nous avons dit et nous avons démontré que M. Denis Sassou Nguesso, il attend des élections présidentielles qui vont se tenir en France. En espérant que Macron ne sera plus là. En espérant qu'il y aura une autre personne qui va venir, avec qui lui, il a de bonnes relations. Alors, en ce moment-là, ça l'arrange de pouvoir placer son dauphin aussi facilement. Voilà donc au peuple congolais la concertation de Madingou. Il n'y a pas autre chose. Ne vous attendez pas qu'il y a quelque chose qui va sortir de là-bas. Rien. C'est toujours le même rituel quand on est proche des élections présidentielles. Voilà la technique de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà tout ce qui a été tracé que nous venons de vous dire. Voilà donc au peuple congolais ce que nous tenons à vous dire. Pendant cette période de Covid, nous vous demandons d'être prudents et surtout de rester sages. Merci et à bientôt. Congo, ya bato
mayele Kongo bakobikisa yo. Kongo, mboka ya makoko. Kongo, mboka mwana pamba lobi, mboko lula yango. Kongo, bana bazali koyekola Kongo, bakobikisa yo.